Je remercie tous les confrères qui se sont connectés à cet atelier. Je leur souhaite la bienvenue. Je profite également pour remercier toute mon équipe avec laquelle je travaille depuis un certain nombre d'années. Et comme j'aime bien le dire, aujourd'hui, nous constituons une équipe jeune, dynamique, disponible et accessible en matière d'hématologie au Bénin. Donc, je profite de cette occasion pour les saluer tous. Ils sont ici présents ou connectés et nous suivent avec beaucoup d'attention. Ils pourront intervenir au cours de cet atelier pour apporter plus d'éclaircissement. Donc, ceci étant, je vais pouvoir afficher mon écran, partager mes diapos pour que les collègues puissent suivre cet atelier avec nous. Bien, aujourd'hui, nous allons échanger ensemble, chers confrères, sur la prise en charge des anémies fériprives. Et la question qui nous a été posée, c'est quel traitement proposer? Pour pouvoir atteindre cet objectif, je vous propose le plan ci-après. Ça va s'afficher bientôt. Quelques soucis techniques. Et donc, pour pouvoir atteindre cet objectif, nous allons suivre le plan qui va s'afficher bientôt. Nous allons dans un premier temps faire une introduction. Ensuite, nous allons parler de la physiopathologie des anémies fériprives. Nous allons ensuite parler du diagnostic, notamment le diagnostic positif, du diagnostic différentiel. Nous allons parler ensuite de la recherche étiologique et nous allons terminer par le traitement qui sera couronné par la conclusion. J'ai quelques difficultés à vous afficher les diapos. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. Alors, c'est bon. Bien, donc je vous disais tantôt que nous allons parler dans un premier temps de la physiopathologie, du diagnostic positif, du diagnostic différentiel, des étiologies. Nous allons parler du traitement, de la prévention, de la surveillance et nous allons terminer par une conclusion. Alors, en introduction, il est important de rappeler que l'anémie est définie comme étant la diminution du taux d'hémoglobine circulant en dessous du seuil requis. Et ce seuil est obligatoirement fonction du sexe, de l'âge et de l'état physiologique du patient. Donc, c'est très important. Il est impossible d'interpréter correctement une numération formule sanguine lorsque nous n'avons pas les données sur le sexe, sur l'âge, sur l'état physiologique du patient. Et on n'entend pas anémie fériprive, une anémie qui est due à l'épuisement des réserves en fer dans l'organisme. C'est très important de retenir ce mot, épuisement des réserves en fer de l'organisme. Pourquoi il est important de parler de ce sujet? Au plan épidémiologique, il faut savoir que selon les données de l'OMS, il y a à peu près 2 milliards de personnes qui sont atteintes d'anémie dans le monde. 2 milliards. C'est très important quand vous regardez la population mondiale. C'est assez important comme pathologie. Et il y a à peu près 30% de ce groupe qui va être touché par une anémie fériprive. Donc, ce sont des données qui sont très importantes à prendre en considération. Et ce qui nous concerne le plus, c'est que la majorité des cas se situent en Afrique et en Asie méridionale, à peu près 90% des cas. Et donc, c'est très important qu'on en discute et je remercie Reba qui travaille depuis plusieurs années sur cette médecine collaborative qui ne peut qu'être que la médecine envisageable dans les pays en voie de développement, dans la mesure où nous avons beaucoup de défis à relever et il faut pouvoir échanger pour pouvoir avancer. Les populations les plus exposées, ce sont les nourrissons, ce sont les enfants, ce sont les femmes enceintes. Le diagnostic d'une anémie fériprive, on va le voir tout à l'heure. En général,
On suspecte une anémie fériprive lorsqu'on est en face d'une anémie microcytaire hypochrome. Et lorsqu'on réalise la ferritinémie, on se rend compte que la ferritinémie est effondrée, témoin que les réserves en fer de l'organisme sont vraiment épuisées. Le gros souci que nous avons avec les anémies ferriprives, c'est que les étiologies sont très nombreuses. Et comme toute anémie, le traitement est obligatoirement étiologique. Le traitement est obligatoirement étiologique, donc il faut prendre suffisamment de temps pour rechercher les étiologies afin de pouvoir les corriger. En matière de substitution, on peut le dire, nous avons suffisamment de fer disponible, mais il y a un gros mais. C'est quel fer nous utilisons pour quel résultat? On en discutera tout à l'heure dans les débats. Alors, un mot sur la physiopathologie. Il faut savoir que la carence martiale s'installe progressivement et en plusieurs stades. D'abord, vous avez un épuisement progressif des réserves de fer de la moelle osseuse. Et il faut savoir que ces réserves sont essentiellement constituées sous forme de ferritine et que lorsque les réserves s'épuisent progressivement, par compensation, on a eu une augmentation de l'absorption du fer par voie orale. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, on a une répercussion progressive de cet épuisement sur le fer sérique. Donc, on aura après une diminution du fer sérique. Et une fois que nous n'avons plus de réserve en fer pour synthétiser les globules rouges, les premières anomalies qui vont apparaître sont la microcytose, puis l'hypochromie, et l'anémie ne s'installe qu'au niveau du stade 4. Et une fois que l'anémie s'est installée, les répercussions cliniques vont finir par apparaître. Donc, vous comprendrez, je le dirai tantôt dans la présentation clinique, les anémies ferriprives vont donc s'installer très progressivement sur plusieurs mois, ce qui fait que l'organisme aura le temps de mettre en place le mécanisme pour supporter l'anémie. Alors, au plan clinique, comme je le disais il y a quelques secondes, le premier élément qui va nous envoyer vers une anémie ferriprive, c'est le syndrome anémique. Mais c'est un syndrome anémique d'installation très progressive, ce qui va faire que, au plan biologique, nous allons avoir des patients qui vont venir nous voir avec des taux d'hémoglobine très bas, mais qui cliniquement ne présenteront pas beaucoup de signes alarmants. Donc, les signes classiques qu'on retrouve dans le syndrome anémique, c'est l'asthénie, parfois on a les palpitations, surtout le maître symptôme, c'est la pâleur, et cette pâleur, il faut prendre le temps de la rechercher chez certains patients. Chez les adultes, c'est assez facile, mais chez les enfants, il faut savoir que, par exemple, l'irritation de la muqueuse palpébrale peut prêter à confusion. Et donc, lorsque vous regardez un enfant qui vient en consultation, il voit la blouse blanche, il se met à pleurer, il y a une irritation de la muqueuse palpébrale, vous avez l'impression plus ou moins que la muqueuse est colorée, mais il y a bel et bien une pâleur qui est là. Donc, il faut prendre le temps de rechercher cette pâleur à d'autres endroits, notamment au niveau des paumes des mains, au niveau de la plante des pieds, au niveau des lèvres, au niveau de la face interne des joues. Ce sont des éléments qui vont nous permettre plus tard d'avoir suffisamment d'informations sur la pâleur qui est le maître symptôme dans le syndrome anémique. Et puis, progressivement, ça, c'est après plusieurs mois d'évolution, il y a une dyspnée d'effort qui va s'installer, puis une dyspnée de repos. On peut observer des œdèmes des membres inférieurs, des épisodes de lipothymie, même parfois de syncope, ou parfois on peut même avoir des douleurs atypiques, des douleurs qui frisent, des douleurs angineuses. Et évidemment, lorsque vous avez ces symptômes-là, vous avez un syndrome anémique, particulièrement dans les anémies ferriprives, le toucher vaginal et le toucher rectal sont obligatoires parce que nous le verrons tantôt dans les étiologies. Il y a beaucoup d'étiologies qui vont venir du tube digestif ou du côté gynécologique. Et donc, en dehors du syndrome anémique qui est assez classique, il y a également un certain nombre de signes
qui vont plutôt orienter vers la carence martiale. Ce ne sont pas des signes spécifiques, mais ce sont des signes qui peuvent orienter. On les retrouve à peu près dans 30% des cas d'anémie fériprive. C'est surtout le prurite qui peut être assez important, la sécheresse cutanée qui peut être également assez importante. On peut avoir des ongles plats, on peut avoir une koilonychie. On peut surtout, lorsqu'on questionne correctement les patients, se rendre compte que les cheveux sont cassants, que les cheveux sont secs. Parfois, certains patients vont venir en consultation et vont vous dire que lorsqu'ils se peignent, il y a carrément une touffe de cheveux qui s'enlève. Lorsque l'examen clinique est bien fait, on peut remarquer une glossite atrophique et parfois, certains patients vont venir se plaindre de gastrite, de douleurs épigastriques. Ce sont des signes qui sont liés à la carence martiale très probablement. Donc, voilà un peu le paquet de signes qui vont nous faire suspecter une anémie fériprive. Bien évidemment, une anémie suspectée cliniquement doit être obligatoirement confirmée par la biologie. Et ici, la numération formule sanguine est un examen de taille. Et chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec les confrères, je n'hésite pas à rappeler que la numération formule sanguine est une mine d'or. Mais vraiment, c'est une mine d'or et il faut prendre le temps nécessaire pour pouvoir examiner les données qui sont sur la numération formule sanguine. Il ne faut jamais, mais vraiment jamais se contenter de regarder rapidement le taux d'hémoglobine, de regarder rapidement le nombre de globules blancs et passer là-dessus. Tous les détails qui sont sur la numération formule sanguine sont des détails qu'il faut prendre en considération. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une numération formule sanguine qui ne comporte pas les trois lignées, c'est-à-dire la lignée des globules rouges, la lignée des globules blancs et la lignée plaquettaire, est tout simplement une numération formule sanguine à rejeter. Parce que la numération formule sanguine, c'est obligatoirement les trois lignées. Et il faut prendre le temps de regarder tous les détails. Chaque ligne sur la numération formule sanguine apporte une information au praticien qui va pouvoir l'utiliser pour faire énormément de diagnostics. Alors, ce rappel étant fait, qu'est-ce qu'on va voir sur la numération et qui va nous orienter vers une anémie fériprive? Très classiquement, vous avez une anémie et en général, c'est une anémie très profonde avec des taux d'hémoglobine autour de 5, 6, parfois même 4 d'hémoglobine, contrastant avec l'état clinique du patient qui n'est pas aussi alarmant. Et lorsqu'on regarde dans le détail le volume globulaire moyen, la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine, on va se rendre compte qu'il s'agit d'une anémie microcytaire hypochrome. Elle est forcément arégénérative dans la mesure où le fait d'avoir une carence martiale va bloquer la production médulaire des hématies. Donc, c'est une anémie microcytaire hypochrome arégénérative. Et lorsqu'on regarde sur la numération, comme je l'ai dit tantôt, avec beaucoup de détails, on va se rendre compte qu'on peut observer également une thrombocytose, c'est-à-dire que le nombre de plaquettes va osciller entre 450 et 600 gigas chez beaucoup de patients présentant une anémie fériprive. Alors, une fois qu'on a une anémie microcytaire hypochrome arégénérative, on va se poser la question, OK, quel est le mécanisme qui se cache derrière? Et globalement, nous avons 3 ou 4 grandes entités qui se cachent derrière. Nous avons les carences martiales vraies, nous avons les carences martiales par détournement qu'on observe dans les anémies inflammatoires chroniques, nous avons les myélodysplasies, donc les anémies sidéroblastiques, et nous avons les hémoglobinopathies. Donc, pour pouvoir se situer et savoir dans quel cas on se trouve devant une anémie microcytaire hypochrome, s'il y a un examen de choix qui est recommandé, c'est la ferritinémie. Parce que la ferritinémie est exactement le reflet des réserves en fait dans l'organisme. Et cette ferritinémie va permettre de pouvoir placer le patient dans à peu près 80-90% des cas. La ferritinémie à elle seule peut permettre de classer le patient. Et donc, c'est vraiment l'examen de première intention. On va en parler certainement dans les débats parce que la ferritinémie n'est pas disponible partout. Et en tant que professionnel de la santé, et s'il y a une chose sur laquelle nous devons lutter énormément et l'obtenir, c'est que la ferritinémie doit pouvoir être non seulement disponible, mais accessible pour nos patients. Parce que comme je vous l'ai dit à l'entame de notre atelier, 2 milliards de personnes sont touchées par une carence martiale dans le monde. Et 90%
c'est dans nos pays. Et si nous voulons vraiment travailler de façon sérieuse sur les anémies, ne pas disposer, ne pas avoir à disposition le dosage de la ferritinémie serait une grosse erreur. Et donc, à partir du moment où on sait que la ferritinémie est un élément très important, on va pouvoir la doser et on va se rendre compte que la ferritinémie sera effondrée. Elle sera très basse, elle sera inférieure à 30 nanogrammes par millilitre. C'est l'examen de première intention. Elle est très spécifique, elle est très sensible. Un mot sur le fer sérique. Alors aujourd'hui, dans les recommandations internationales, on demande de moins en moins le fer sérique, pour ne pas dire qu'on n'en demande pratiquement plus, parce que le fer sérique est très variable dans le nictémère. Et donc, vous le dosez le matin, vous le dosez l'après-midi, vous le dosez le soir, vous avez des résultats discordants. Le fer sérique est influencé par les repas. Donc, vous le dosez, vous êtes influencé par les repas et donc vous ne pouvez pas trancher avec. Donc aujourd'hui, de moins en moins, pour ne pas dire que pratiquement on ne demande plus, le fer sérique ne sert pas à grand-chose dans la définition ou dans le diagnostic des anémies ferriprives. Alors, donc classiquement, la ferritinémie sera très basse, inférieure à 30 nanogrammes par millilitre, lorsqu'on parle d'anémie par carence martiale vraie, donc lorsqu'on parle d'anémie ferriprive. Mais parfois, surtout chez les plus jeunes, on va avoir une carence martiale, donc une anémie ferriprive, qui va être associée à un foyer inflammatoire. Et ça devient un peu difficile à trancher dans la mesure où la ferritine est également une protéine de l'inflammation et donc la ferritinémie peut être faussement augmentée lorsqu'on a une inflammation. Et donc, dans ce cas, lorsqu'on a un contexte inflammatoire et qu'on est en face d'une anémie microcytaire hypochrome, pour faire le diagnostic de l'anémie ferriprive, la ferritinémie est autour de 30-70 nanogrammes par millilitre. Et dans ce cas, il y a intérêt à aller rechercher les récepteurs solubles de la transférine qui seront augmentés en cas d'anémie ferriprive. Donc voilà, s'il y a une seule chose que j'aurais souhaité qu'on retienne de cette diapositive, c'est je suis devant un patient qui présente un syndrome anémique clinique, j'ai des signes évocateurs de la carence martiale, j'ai deux examens de choix à faire. La numération formule sanguine, sur laquelle je dois m'assurer que j'ai tous les éléments qu'il me faut, et je vais constater une anémie microcytaire hypochrome avec parfois une petite thrombocytose qui accompagne. Et le deuxième élément que je dois faire, c'est la ferritinémie, c'est l'examen spécifique, c'est l'examen le plus sensible pour confirmer la carence martiale. Il reste d'autres examens dans le bilan martial sur lesquels nous n'allons pas insister ici, non seulement parce qu'ils ne sont pas très disponibles dans nos contextes de travail, mais surtout parce qu'ils ne vont pas apporter grand chose au débat. Ce sont des examens qu'on va demander lorsqu'on est vraiment bloqué. Et ce sont des situations vraiment particulières qui ne sont pas vraiment fréquentes dans nos consultations de tous les jours. C'est le coefficient total de fixation de la transférine qui est normalement augmenté. C'est le coefficient de saturation de la transférine qui est diminué. Ce sont des examens qui ne sont pas souvent disponibles dans nos contextes et il ne faudrait pas que le raisonnement devant une anémie microcytaire hypochrome soit bloqué par ces examens-là. Par contre, lutter pour que la ferritinémie soit disponible, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer. À partir du moment où nous avons notre diagnostic positif d'anémie microcytaire hypochrome par carence martiale vraie, donc anémie ferriprive, il y a un certain nombre de situations qui vont prêter à confusion. Donc, dans le diagnostic différentiel, il faut savoir que lorsqu'on est en face d'une anémie microcytaire hypochrome, j'en parlais tantôt, il y a le contexte inflammatoire, donc les anémies par détournement. Dans ce cas, on peut se faire aider par la CRP, la vitesse de sédimentation, qui nous permet de confirmer qu'on est vraiment dans un contexte inflammatoire. On a également les hémoglobinopathies, notamment les thalassémies, principalement. Et là, l'électrophorèse quantitative de l'hémoglobine, j'insiste, parce que l'électrophorèse, là également, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. L'électrophorèse que nous faisons, parfois certains se contentent du test de Mel, qui ne sert pas à grand-chose. D'autres font l'électrophorèse qualitative de l'hémoglobine, qui ne permet pas d'affirmer les diagnostics. Si vraiment on veut faire dépister les cas de thalassémie dans nos contextes de travail, il faut une électrophorèse quantitative de l'hémoglobine. Et puis, le
Quatrième casier dans les anémies microcytaires hypochromes, c'est les anémies sidéroblastiques. Ce sont des anémies en rapport avec une mauvaise utilisation, si on peut se le permettre, du fer au niveau de la moelle. Et techniquement, il faut faire un frottis sanguin qui va montrer un certain nombre de signes, le myélogramme avec une coloration de pelle, et parfois on va jusqu'au karyotype. On va faire des recherches cytogénétiques pour pouvoir confirmer le diagnostic. Alors, une fois que nous avons fixé notre diagnostic et que nous sommes sûrs que nous sommes devant une anémie ferriprive, ce qui est important, et c'est malheureusement là que nous péchons beaucoup, ce qui est important, c'est de pouvoir rechercher l'étiologie. Et ça, c'est vraiment important à garder en tête. Je me plais souvent à dire à mes patients, aucun traitement, d'abord, on ne traite pas une anémie, parce qu'une anémie, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme, c'est un signe d'alarme de l'organisme qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est ce quelque chose qui ne va pas qu'il faut aller chercher. Donc, on ne traite pas une anémie, on traite la cause de l'anémie. Et surtout, tant qu'on n'a pas identifié la cause de l'anémie, aucun traitement ne marchera. Dans la mesure où, si vous comprenez que c'est la cause que nous traitons, si vous ne l'avez pas identifié, vous allez vous mettre 1000 traitements, ça ne marchera pas. Aussi simple que bonjour. Donc, ce qui doit rester obligatoirement notre préoccupation lorsque nous sommes en face d'une anémie ferriprive, c'est d'où vient cette anémie ferriprive. Pourquoi nous avons cette anémie ferriprive? Pourquoi les réserves en fer chez ce sujet ont été épuisées? Et beaucoup pensent, surtout chez l'adulte, beaucoup pensent que ne pas avoir une réserve suffisante en fer chez l'adulte, c'est lié au problème d'alimentation. Mais là, on se trompe beaucoup parce que si un adulte a un régime bien équilibré, il est hors de question que le peu de fer dont il a besoin chaque jour ne soit pas absorbé et qu'il se retrouve avec une carence martiale. Donc, surtout chez l'adulte, dans la majorité des cas, nous n'avons pas de carence d'apport, nous allons le voir tout à l'heure, nous n'avons pas de carence d'apport, mais nous avons plutôt des pertes qui ne sont pas compensées. Et c'est ce qui va amener progressivement à l'épuisement des réserves en fer, puis à l'installation de l'anémie beaucoup plus tard. Donc, au nombre des causes, au nombre des étiologies, nous avons d'abord le chapitre des carences d'apport, la malnutrition, qui par contre est assez fréquente chez les enfants dans les situations de famine, dans les situations de guerre. Mais lorsqu'on sort de cette situation-là, surtout chez l'adulte, faisons très attention. Les causes les plus fréquentes ne sont pas les carences d'apport, mais plutôt les pertes et les malabsorptions. Alors, parlant justement de malabsorption, dans nos contextes, on ne peut pas citer la géophagie. En tout cas, je sais qu'au Bénin, par exemple, si vous prenez peut-être 10 femmes enceintes, il y en a peut-être 6 ou 7 qui mangent le clava, sachant que l'anémie est déjà un facteur de risque pour avoir une anémie carentielle. Et donc, c'est très important à rechercher la géophagie. Ça se voit au Bénin, ça se voit au Togo, à Abidjan, j'en ai vu. Donc, c'est vraiment une information à aller chercher de façon très importante dans la mesure où vous avez beau mettre votre substitution, c'est ce qui se passe souvent, surtout chez les femmes enceintes, on a beau mettre la substitution en place, la femme continue de prendre son clava et puis on continue. J'ai mis une image sur la diapositive pour que les collègues qui nous suivent d'autres régions de l'Afrique de l'Ouest puissent reconnaître cette matière argileuse que beaucoup de patients consomment et qui vont nous amener plus tard vers une carence martiale. On a également les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la maladie cœliaque, la maladie de Crohn, qui sont des situations où l'absorption du fer ne se fera pas correctement. Et donc, vous comprendrez après, on va en parler tout à l'heure dans l'organigramme de décision, qu'une carence martiale dépistée, une anémie ferriprive dépistée, c'est important d'aller rechercher ces pathologies en faisant recours à nos confrères gastro-entérologues pour regarder dans le tube digestif ce qui se passe. Parce que si éventuellement vous vous contentez de donner la supplémentation en fer et que le patient a une maladie cœliaque ou une maladie de Crohn, ça ne passera jamais. Toujours au niveau des malabsorptions, nous avons les parasitoses, alors, qui ont plusieurs modes de fonctionnement, notamment l'angulose et l'ankylostomiase.
qui sont des parasites sanguicoles, très fréquents dans notre contexte de travail, chez les enfants, mais surtout également chez les adultes, parce que parfois le déparasitage n'est pas systématique. Et donc, ces parasites vont rester au niveau de la muqueuse digestive, vont éroder la muqueuse digestive d'une part, donc ça va saignoter, et d'autre part, vont tapisser, vont sécréter des substances qui vont tapisser la muqueuse digestive, empêchant l'absorption du fer. Donc, très important d'avoir à l'esprit que si on a une carence martiale, il faut s'assurer qu'au niveau intestinal, nous n'avons pas de parasites, notamment l'angulose, l'ankylostomiase, qui sont là et qui sont en train de creuser la tombe qui va nous conduire progressivement vers la carence martiale. Après les malabsorptions, nous avons les saignements chroniques qui sont fréquemment observés chez l'adulte et sur lesquels nous devons faire très attention. C'est souvent des saignements au niveau digestif. Les tumeurs gastriques, les gastriques, les ulcères gastro-duodénaux, les angiodysplasies, ce sont des situations assez fréquentes dans notre contexte de travail. Et une substitution en fer, si ces étiologies ne sont pas recherchées, ne marchera pas. Parce que c'est exactement l'image que je donne souvent à mes patients, c'est exactement, vous avez sur le toit de votre maison une citerne qui doit ramener de l'eau au robinet. Et il se fait que le tuyau par lequel l'eau doit passer pour arriver au robinet, le tuyau est percé. Et au lieu d'appeler le plombier pour fermer le trou sur le tuyau, vous vous contentez de remplir la citerne. Mais dans 100 ans, on n'aura pas fini. C'est exactement comme puiser de l'eau dans un panier. Le panier ne sera jamais rempli. Donc vraiment, il faut qu'on ait ça à l'esprit et qu'on comprenne qu'une chose est de pouvoir identifier la carence martiale. Une chose, on va le voir tout à l'heure, c'est de pouvoir faire la substitution. Mais une autre chose est d'abord d'aller chercher pourquoi la carence martiale s'est installée et pouvoir la traiter. Au plan gynécologique, nous avons également beaucoup de situations qui vont faire que la femme va perdre le fer, notamment dans les hémorragies. Ce sont des hémorragies qui vont être répétitives. Chaque mois, par exemple, vous avez des patientes qui vont avoir une périménorrhée ou des patients qui vont avoir une ménométrorragie et qui vont perdre chaque mois une certaine quantité de fer non renouvelée, non compensée par l'alimentation. Donc, vous avez les myomes, les fibromes, les kystes ovariens, qui sont des situations qu'il faut obligatoirement dépister et qu'il faut obligatoirement traiter si on veut s'assurer que notre traitement martial va marcher. Il y a également, toujours en matière de saignements chroniques, les hémorroïdes qui vont faire saigner. Ce sont des saignements minimes, certes, mais ce sont des saignements qui vont conduire progressivement à l'épuisement des réserves en fer. Donc, traiter un patient qui a une anémie ferriprive et qui porte des hémorroïdes, lui donner la substitution sans le traiter pour ses hémorroïdes correctement, c'est comme si on puisait de l'eau dans un panier exactement. Et puis, il y a certaines situations chirurgicales qui vont nous amener à une carence martiale lorsqu'on a une gastrectomie partielle ou totale, lorsqu'on a une résection du jéjunum proximal, cela va empêcher l'absorption correcte du fer et donc, du coup, les réserves en fer vont progressivement s'épuiser. Donc, toutes ces considérations-là doivent être prises en compte lorsque nous sommes en face d'une anémie ferriprive et lorsqu'on veut traiter résolument une anémie ferriprive, il faut obligatoirement que ce traitement soit également étiologique. Il y a certaines situations qui vont faire que les besoins en fer de l'organisme vont être augmentés. C'est pendant la grossesse, pendant l'allaitement. Lorsque l'enfant est en croissance, par exemple, vous avez les besoins en fait de l'organisme qui sont augmentés. C'est d'ailleurs pour ça qu'en matière de santé publique, on nous demande de faire la supplémentation systématique du fer chez les femmes enceintes, surtout dans nos pays où les carences sont très importantes. Et là, je tire toujours notre attention pour dire que faire la substitution chez la femme enceinte qui continue de faire sa géophagie ne sert pratiquement pas à grand-chose dans la mesure où, de toute façon, le fer ne passera pas et on va se retrouver devant une anémie, les problèmes à l'accouchement. Et vous savez très bien que nos banques de sang sont très peu fournies en poche de kilo-globulaires et c'est là que la catastrophe arrive. Donc, nous devons vraiment rester très vigilants en matière de carence en fer lorsque nous prenons en charge nos patientes.
Et puis, nous avons d'autres causes qui sont un peu moins fréquentes. Ce sont les maladies rénales chroniques qui vont également être source de carence martiale. Rarement, nous avons des anomalies du métabolisme du fer qu'on observe, mais qui ne sont pas très fréquentes dans nos consultations. Donc, à partir du moment où on a bien compris que le traitement de l'anémie, le traitement de l'anémie ferriprive est obligatoirement le traitement étiologique, cela veut dire que prendre du temps pour rechercher l'étiologie est capital pour nous. Et c'est pour ça que l'interrogatoire et l'examen du patient doivent être vraiment, comme on le dit, un examen policier. Il faut vraiment pousser les questions aussi lointain que possible pour pouvoir avoir les informations. Et donc, lorsqu'on fait un interrogatoire policier et qu'on fait un examen clinique vraiment à fond, on a deux situations globalement. Soit l'examen clinique nous donne des informations clés qui nous orientent vers une ou plusieurs des études dont il vient de parler. Et donc là, on est plutôt tranquille. Donc, il faut tout de suite se faire aider par les collègues spécialistes des différentes anomalies dont je viens de parler. S'il y a des myomes, s'il y a des kystes, s'il y a des fibromes, il faut se faire aider par un gynécologue pour traiter correctement cette femme. S'il y a des lésions au niveau du tube digestif, il faut orienter le patient vers un gastro-entérologue qui saura exactement quoi faire pour régler le problème. Donc ça, c'est lorsqu'on a un examen clinique bien fourni et qui nous oriente. Mais il peut arriver que l'examen clinique, l'interrogatoire ne nous oriente pas assez. Et dans ce cas, on va pouvoir jouer avec le terrain. Lorsque j'ai une anémie ferriprive chez une femme qui est jeune, la première étiologie à laquelle je vais penser pour la carence en fer, c'est l'étiologie gynécologique. Donc, même si mon examen clinique est normal, je vais quand même l'orienter pour aller faire une échographie pelvienne. Si je n'ai pas d'informations en rapport avec une anomalie gynécologique pouvant justifier la carence martiale, je vais quand même l'orienter vers le gastro-entérologue pour faire une fibroscopie ésophageale duodénale. Aujourd'hui, on parle plus d'endoscopie digestive haute. Et surtout, insister pour que les biopsies soient faites parce qu'il y a des lésions qui vont rester dans la sous-muqueuse. Il y a l'infection à l'Helicobacter pylori qui va être source d'infection, mais qui va être source d'anémie et qui peut potentiellement plus tard être source de cancer d'adénocarcinome gastrique. Donc, deuxième niveau, endoscopie digestive plus biopsie. Et si je n'ai toujours rien, je suis dans l'obligation de faire une colonoscopie pour voir si j'ai des lésions. Et si je n'ai toujours rien à son niveau, je peux demander la vidéocapsule qui n'est pas disponible malheureusement dans nos contextes de travail ou faire un entéroscanner. Donc, vous voyez, cet algorithme nous dit quoi? Nous dit que nous devons pousser aussi loin que possible les investigations pour pouvoir dépister pourquoi cette jeune femme a une carence en fer. Donc, examen clinique normal, jeune femme, je commence par le gynéco, je ne trouve rien, je passe en gastro, je ferai l'endoscopie digestive haute en premier, ensuite je ferai l'endoscopie basse en deuxième, et si je n'ai toujours rien, je fais une vidéocapsule. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps, de focaliser le temps qu'il faut pour rechercher l'étiologie. Je prends maintenant le cas d'un sujet de sexe masculin jeune. L'étiologie, la principale, c'est au niveau du tube digestif qu'il faut aller regarder. Donc là également, endoscopie digestive haute, plus les biopsies. Si je ne trouve rien, je fais l'endoscopie digestive basse. Et si je ne trouve rien, je fais une vidéocapsule ou je fais un entéroscanner. Donc là également, on pousse la recherche aussi loin que possible pour trouver la cause. Chez une femme qui est ménopausée, ben, les examens, il n'y a plus de classification ici. C'est systématique. Parce qu'on sait que le risque de tumeur est très élevé chez la femme après la ménopause. Donc, l'endoscopie digestive haute, l'endoscopie digestive basse, l'évaluation gynécologique, c'est obligatoire. Et si on ne trouve rien cette fois-ci, on passera à la vidéocapsule ou à l'entéroscanner. Chez un sujet de sexe masculin dont l'âge est supérieur à 50 ans, ben, endoscopie digestive haute, endoscopie digestive basse, et si je ne trouve rien, je passe à la vidéocapsule. Cette diapositive, j'insiste à nouveau pour dire
que cette diapositive appelle à notre conscience professionnelle pour dire que nous ne devons jamais banaliser une carence martiale. Parce que souvent, on se dit, OK, bon, c'est juste une carence martiale, bon, donnez-lui le fer et tout va rentrer dans l'ordre. Jamais. Ce n'est pas du tout la bonne habitude. Nous devons nous focaliser sur l'étiologie parce que fouiller correctement la recherche étiologique va nous ramener dans des situations parfois suffisamment importantes qu'il faut réagir très tôt. Donc, ne banalisons jamais une carence martiale. Ne prenons pas toutes les carences martiales comme étant des carences d'apport. Il peut y avoir beaucoup de choses qui vont se cacher là derrière. Une fois que nous avons bien compris cette obligation de recherche de la cause, ben on va pouvoir maintenant traiter notre patient. Et comme je l'ai dit tantôt, le traitement d'une anémie ferriprive, c'est d'abord le traitement de la cause. Le principe, c'est de pouvoir corriger l'anémie, certes, mais surtout reconstituer les réserves et encore plus traiter la cause. D'ailleurs, vous voyez sur la diapositive, j'ai mis traiter la cause en rouge et en gras. Donc, c'est les trois principes, c'est obligatoire. Corriger l'anémie, c'est vrai, parce que souvent, ce que nous rencontrons, c'est que nous nous contentons de corriger l'anémie et nous ne nous assurons même pas que les réserves sont constituées, parce qu'on va le voir tout à l'heure sur la période qu'il faut pour traiter la carence martiale, et nous ne focalisons même pas notre attention sur l'étiologie de la carence martiale. Une fois que nous avons compris les principes, comme moyen, nous avons la transfusion. Ben, la transfusion en matière d'anémie ferriprive, on va y faire recours très rarement. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, très rarement, on aura à faire recours à la transfusion. Ce sont des patients qui vont venir nous voir avec des taux suffisamment bas, mais qui sont souvent bien tolérés. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez de la physiopathologie à l'entame de cet atelier, nous avons dit que l'anémie ferriprive, la carence martielle, va s'installer progressivement, lentement sur plusieurs mois. Vous avez d'abord l'épuisement des réserves, ensuite vous avez les anomalies de synthèse de l'hémoglobine, donc la microcytose et l'hypochromie, et c'est beaucoup plus tard que l'anémie va s'installer. Donc, l'organisme a eu le temps de s'adapter à ce changement. Donc, très rarement, les patients vont venir nous voir avec une anémie ferriprive décompensée. Très rarement. Donc, la transfusion ne sera vraiment indiquée que lorsque cette anémie est décompensée. Et les signes de décompensation sont classiques. Elles sont cardiaques. Vous avez en général au départ une tachycardie. Et si on ne fait rien rapidement, le patient va rentrer dans une bradycardie et s'arrêter. Vous avez au départ une polypnée, donc ça c'est le signe pulmonaire. Vous avez une polypnée avec parfois abattement des ailes du nez. Et puis très rapidement, le patient va rentrer en bradypnée et puis va s'arrêter. Au plan de la conscience, vous avez des patients qui vont venir vous voir parfois dans un état d'agitation au départ. Et puis très rapidement, si vous ne réagissez pas, ces patients vont sombrer dans le coma et vont s'arrêter. Donc, lorsque nous sommes en face de signes de décompensation, nous allons pouvoir faire face à la transfusion. Nous allons pouvoir proposer la transfusion. Ou lorsque nous avons une anémie sur un terrain fragile, notamment si le sujet âgé, il faut faire très attention parce que la tolérance n'est pas aussi facile que ça. Et si les sujets, par exemple, qui ont des cardiopathies, notamment une insuffisance cardiaque, il faut faire très attention parce que rapidement, la situation peut dégénérer. Donc, chez ce genre de patients, la transfusion sera indiquée. Maintenant, il y a un mais aussi ici qu'il faut prendre en considération, c'est que lorsque je suis en face d'un patient qui présente une anémie décompensée et que l'anémie est microcytaire hypochrome et que je sais après que je dois obligatoirement rechercher l'étiologie et que l'examen phare, l'examen clé dont j'ai besoin, c'est la ferritinémie, je dois pouvoir anticiper sur cette recherche étiologique et prélever la ferritinémie avant de transfuser mon patient. Parce qu'une fois que j'ai transfusé mon patient, le tableau hématologique sera complètement perturbé et après, j'aurai du mal à réfléchir et à pouvoir rechercher l'étiologie. Donc, là, je suis en situation d'urgence et que je dois transfuser le patient. Je prends la peine de prélever tout au moins la ferritinémie et de l'amener au laboratoire, quitte à ce qu'après, je fasse payer l'examen par mon patient et que l'examen en plus me donne le résultat.
Il en est de même pour l'électrophorèse de l'hémoglobine. Nous avons parlé dans le diagnostic différentiel des hémoglobinopathies type thalassémie. Si je ne prélève pas l'électrophorèse de l'hémoglobine avant de transfuser mon patient, eh bien, je ne pourrai plus la faire parce que ça fait au moins 3 mois avant que les globules rouges du patient ne soient reconstitués pour qu'il puisse faire l'électrophorèse quantitative de l'hémoglobine. Donc, toujours avoir à l'esprit que lorsqu'on est dans une situation d'urgence et qu'on veut transfuser le patient, il faut prendre la peine d'anticiper sur la recherche étiologique et faire tout au moins la ferritinémie et si possible le prélèvement de l'électrophorèse de l'hémoglobine et le garder au laboratoire, quitte à pouvoir les ressortir après pour pouvoir travailler. Et comme je l'ai dit, la transfusion en matière d'anémie ferriprive, c'est très rare, pour ne pas dire très peu fréquent. Souvent, les patients viennent avec une anémie bien tolérée. Alors, la supplémentation en fer, la voie orale. On va le voir tout à l'heure, la supplémentation en fer, la voie de référence reste la voie orale. On a du gluconate ferreux, on a du sulfate ferreux, on a du fumarate ferreux. Bref, on ne va pas faire de débat sur le choix du type de solution de fer que nous voulons utiliser. Mais le débat que nous allons faire, et là où nous pêchons beaucoup par défaut d'information, c'est la dose que nous devons donner à notre patient. Et cette dose-là, elle est quantifiée non pas en quantité de fer, mais en quantité de fer-élément. Alors, s'il y a une chose sur cette diapositive qu'on doit garder, c'est fer-élément. Parce qu'il y a beaucoup de, comme je l'ai dit dans l'introduction, le fer, il est disponible. Ça, il n'y a aucun souci. On en trouve assez en pharmacie. Le seul problème que nous avons avec les fers disponibles, c'est quelle quantité de fer-élément il y a dans le comprimé. Parce que la reconstitution des réserves en fer, c'est sur la quantité de fer-élément. Et c'est 150 à 200 mg de fer-élément par jour chez l'adulte. Chez l'enfant, 2 à 6 mg par élément. Donc, nous partons sur le fer-élément. Le problème que nous rencontrons souvent, c'est qu'il y a beaucoup de fer disponibles en pharmacie. Mais vous prenez la boîte, vous voyez, va vous marquer 200 mg de fer dans chaque comprimé, mais le fabricant va mettre en petit, tout petit, quelque part en bas pour que vous ne puissiez pas vite lire, va mettre tout petit 33 mg de fer élément. Donc, c'est mis 200 mg en gras, en rouge parfois sur la notice, mais la quantité de fer élément qu'il y a dedans, c'est à peine 33 mg. Et donc, pour pouvoir atteindre les 150 mg de fer élément, vous êtes obligé de multiplier le nombre de comprimés par 5 ou par 6. Et donc, nous, en tant que professionnels de la santé, nous avons une responsabilité sur le choix des médicaments que nous allons faire pour nos patients. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous risquons de sous-traiter les patients, et c'est ce qui arrive généralement. Et après, nous nous étonnons que les réserves en fer ne se soient pas reconstituées. Donc, très attention au fait que c'est la quantité de fer élément qu'il faut. Et donc, cela implique quel type de fer sur le marché nous devons choisir. Parce que si on multiplie le nombre de comprimés à 6 à 8 par patient par jour, non seulement ça a un coût économique, mais c'est sûr que le patient ne prendra pas le traitement. Donc ça, c'est vraiment un élément sur lequel il faut vraiment insister. Et nous devons garder à l'esprit que c'est la quantité de fer élément et que c'est 150 à 200 mg de fer élément chez l'adulte et 2 à 6 mg de fer élément par kilo par jour chez l'enfant. Première information. Deuxième information capitale, c'est que la durée du traitement n'est pas 2 semaines comme nous le voyons souvent, ni 3 semaines, ni 1 mois comme nous le voyons. Chacun y va avec sa sauce. C'est en moyenne 4 à 6 mois de traitement. Donc, c'est un traitement au long cours. Et donc, il faut prendre le temps d'expliquer aux patients que c'est un traitement au long cours et pouvoir lui justifier pourquoi c'est un traitement au long cours. Classiquement, pendant les 2 premiers mois, nous allons pouvoir corriger l'anémie. Classiquement. Mais, comme je l'ai dit, dans les principes du traitement, la correction de l'anémie ne suffit pas. Il faut pouvoir corriger les réserves. Et donc, dans le mode d'installation de l'anémie ferriprive, vous avez au départ la correction, l'épuisement des réserves, les anomalies de synthèse, et puis l'anémie va venir en 3e position. Mais dans la correction,
ben, l'anémie va se corriger en premier. Et puis, la reconstruction des réserves va venir beaucoup plus tard. Donc, si on ne prend pas le temps de supplémenter suffisamment le patient, on aura l'impression qu'on a fait un bon travail, mais en réalité, c'est un travail fait à moitié. Et le patient risque de revenir 2 mois plus tard pour la même anémie fériprive. Et parfois, je rencontre des patients en consultation qui me disent, bon, de toute façon, moi, j'ai une anémie chronique et c'est toujours comme ça, je prends du fer de temps en temps. Non, il n'y a pas d'anémie fériprive chronique. Ça n'existe pas, cette définition. Une anémie fériprive, elle est forcément due à un problème. Il faut faire la supplémentation correctement, corriger les réserves, corriger l'étiologie et on n'en parle plus. C'est terminé. Donc, c'est 4 à 6 mois de traitement parce que dans les 2 premiers mois, on va pouvoir corriger l'anémie. On aura à peu près 2 mois pour corriger les réserves et parfois, chez certains patients qui ne sont pas répondeurs rapides, on est obligé de rajouter 2 autres mois pour pouvoir corriger les réserves en fer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les recommandations disent que l'arrêt du traitement, ce n'est que lorsqu'on a les réserves en fer reconstituées. C'est-à-dire que même si le taux d'hémoglobine est normal, pour pouvoir arrêter le traitement, c'est lorsque la ferritinémie revient à sa valeur normale. Donc, ne perdons jamais à l'esprit, il n'y a jamais une anémie fériprive dont la substitution va se faire en 2 semaines, en 3 semaines, et puis on va pouvoir arrêter. Quelques éléments à prendre en considération dans cette supplémentation orale, c'est que l'absorption du fer est augmentée par l'acide ascorbique. Donc, chez beaucoup de patients, on va leur proposer de prendre le fer, en général le matin à jeun pour faciliter l'absorption, mais également associé à de la vitamine C pour faciliter également et augmenter l'absorption. Parfois, on peut leur demander de prendre du jus d'orange, du jus de citron pour accompagner. Ça contient de la vitamine C, ça permet d'avoir une meilleure absorption du fer. Mais également, il y a des aliments qui vont empêcher l'absorption du fer. Ce sont les aliments qui sont riches en tanins, en phylates, le lait par exemple. Les antisécrétoires que nous prescrivons vont également empêcher l'absorption du fer. Le thé va empêcher l'absorption du fer. Le café va empêcher l'absorption du fer. Donc, une chose est de pouvoir donner la supplémentation à bonne dose, sur la bonne période, mais une chose est également d'éduquer le patient pour que les aliments qui vont empêcher l'absorption du fer ne soient pas pris. Alors, un mot sur le fameux débat en ce qui concerne la place du fer injectable dans la prise en charge des anémies fériprives. Il faut savoir que nous abusons quand même, ça il faut avoir l'honnêteté de le dire, nous abusons du fer injectable dans le traitement des anémies fériprives. Et nous allons le voir tout de suite. Là, je suis allé chercher tout simplement les recommandations françaises de la Haute Autorité de Santé et de l'ANSM sur le traitement de l'anémie fériprive. La voie, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les recommandations qui le disent, la voie d'administration du fer, la voie de référence reste la voie orale. La voie injectable doit rester exceptionnelle. Ça, c'est les recommandations qui le disent, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Ben, on va le voir pourquoi ces recommandations. Là, je suis allé chercher une revue systématique qui ne date pas de très longtemps, hein, c'est 2019, août 2019. Qu'est-ce qu'ils ont regardé? Ils ont pris une population d'à peu près 1938 patients et ils se sont rendus compte tout simplement qu'il n'y a aucune différence significative entre donner le fer par voie orale et donner le fer par voie injectable. Aucune différence significative. Je suis allé chercher un autre papier d'un pays dont le niveau économique n'est pas très loin de notre niveau économique. C'est un papier pakistanais. Et ils ont fait un travail qui est assez intéressant. Ils ont pris les femmes enceintes. Ils n'ont pas pris une grande cohorte, mais ils ont pris une cohorte assez équilibrée. Et si vous regardez sur la diapositive, vous allez constater que lorsqu'on passe, le premier groupe, c'est le groupe qui a reçu du fer par voie injectable. Le deuxième groupe a reçu du fer par voie orale. Si vous regardez le groupe qui a reçu du fer par voie injectable, vous voyez que l'augmentation du taux se fait assez rapidement, certes. Mais lorsqu'on arrive à peu près un mois au 40e jour, les deux groupes
se rejoignent pratiquement sur le taux d'hémoglobine. 12, 11,8. Une course de vitesse qui n'a finalement pas eu d'impact majeur sur l'augmentation du taux d'hémoglobine. Par contre, quand vous regardez les effets indésirables, vous allez voir que le groupe qui a reçu du fer par voie injectable a 3 fois plus de complications que le groupe qui a reçu du fer par voie orale. Donc, leçon à retenir, le traitement de la carence martiale, donc de l'anémie ferriprive, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. C'est vraiment une course de fond. Les situations dans lesquelles on va avoir à aller rapidement sont très rares. C'est vraiment une course de fond, mais pas une course de vitesse. Il faut prendre le temps de supplémenter correctement le patient sans avoir beaucoup d'effets secondaires. Donc, donner du fer par voie injectable, a priori, ça n'améliore pas pour autant les choses. Et ça, c'est justifié au plan scientifique. Tout simplement parce que lorsqu'on injecte du fer marqué à un patient, pour que ce fer se retrouve dans les globules rouges, ça c'est une très belle courbe qui est établie depuis des années. Vous voyez sur la courbe que la moyenne pour pouvoir atteindre, pour pouvoir retrouver les globules rouges, pour pouvoir retrouver le fer, autant pour moi, dans les globules rouges, c'est en moyenne 7 à 8 jours. Ce qui est normal, parce que lorsque vous mettez le fer, il faut un temps pour que ce fer soit utilisé dans l'érythropoïète et que les globules rouges puissent être formés. Donc, la vitesse de course que nous voulons mener n'est pas forcément nécessaire en matière de correction de la carence martiale. La vitesse n'est pas vraiment nécessaire. Et il ne faut pas oublier que lorsque le fer est administré par voie orale, l'organisme prélève juste ce dont il a besoin pour corriger ses réserves. Par contre, lorsque le fer est déposé dans l'organisme par voie injectable, là également, l'organisme va prélever ce qu'il lui faut, sauf que le reste va être bloqué, il n'y a pas de sortie. Alors que par voie orale, l'organisme prélève ce qu'il lui faut et le reste est éliminé par les fesses. Et il faut savoir que l'excès, le fait de déposer le fer dans l'organisme n'est pas sans risque, parce qu'il y a les hémochromatoses qui sont extrêmement difficiles à corriger. Donc, aller déposer des quantités astronomiques de fer dans l'organisme, ce n'est pas forcément ce dont nous avons besoin dans le traitement des anémies ferriprives. Il faut vraiment garder à l'esprit que c'est une course de fond, mais pas une course de vitesse. Et un mot également sur les effets indésirables, c'est que nous avons un risque très important de réaction anaphylactique qu'il faut prendre en considération. Et à long terme, comme je l'ai dit, on a les hémochromatoses avec ses conséquences, insuffisance cardiaque, cirrhose, endocrinopathie, qui sont extrêmement difficiles à manager. Et c'est pour ça que les indications du fer injectable sont claires. Vous regardez dans n'importe quel bouquin, vous allez les voir, c'est vraiment très clair. C'est lorsqu'on est dans un cas d'inobservance, lorsqu'on est dans un cas d'intolérance ou d'inefficacité de la voie orale, lorsqu'on a une malabsorption intestinale où on sait que le fer ne passera pas par voie orale, lorsqu'on a une spoliation hémorragique très importante, dépassant les capacités d'absorption par voie orale, et parfois, dans certains cas d'anémie où le risque transfusionnel est très élevé et qu'on a besoin de corriger rapidement le capital martial. Mais ce qui est important à garder, et c'est malheureusement ce qui n'est pas disponible dans nos conditions de travail, c'est que les recommandations disent également que le fer injectable doit se faire uniquement, j'insiste sur le mot, uniquement, lorsque du personnel formé pour évaluer et prendre en charge des réactions anaphylactiques est immédiatement disponible dans un environnement disposant des moyens nécessaires pour assurer une réanimation. Ma question est ceci. Combien de nos centres de santé disposent de personnel suffisamment formé pour gérer une réaction anaphylactique, un choc anaphylactique? Combien de nos centres de santé disposent de réanimateurs présents et d'une unité de réanimation présente? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, nous exposons nos patients à des risques très importants
pour des bénéfices qui ne sont pas aussi prouvés par la science. Donc, principalement sur l'histoire du fait injectable, ce n'est pas que le fait injectable n'est pas recommandé, les recommandations sont claires, les situations dans lesquelles il faut le faire, les situations sont bien définies et il faut prendre le temps de s'assurer que nous sommes dans cette situation et que nous avons vraiment le cadre nécessaire pour le faire parce qu'on a déjà vu plusieurs enfants décéder après injection de fer injectable pour des anémies qui parfois n'ont même pas l'indication de recevoir du fer injectable et c'est vraiment dramatique. Donc vraiment, en tant que professionnels de la santé, nous devons faire très attention aux décisions que nous prenons parce que ces décisions ont des conséquences très lourdes après. Alors, une fois que nous avons traité notre patient, évidemment que nous devons surveiller ce traitement et classiquement, le premier élément qui va nous permettre de dire que nous sommes sur le bon chemin, c'est la numération formule sanguine avec les réticulocytes. Il faut savoir qu'autour du 8e, 10e jour, on a une crise réticulocytaire. Donc, les réticulocytes vont flammer et ça va nous montrer que nous sommes sur le bon chemin. Même si le taux d'hémoglobine n'augmente pas encore à ce moment, rien que le fait que les réticulocytes augmentent, c'est déjà largement suffisant pour dire « Ok, nous sommes sur le bon chemin, on peut continuer ». Au bout du 21e jour, maximum 1 mois, le taux d'hémoglobine va augmenter de 1 à 2 points, ce qui est vraiment excellent déjà. Et puis, en général, 2 mois après le début du traitement, donc 60 jours, la NFS est normale. La ferritinémie, peut-être pas encore. Mais ce qui est sûr, autour du 120e jour, 3e, 4e mois, la ferritinémie doit se normaliser. Si la ferritinémie ne se normalise pas, le traitement continue. Comme je l'ai dit tantôt sur la diapositive, sur le traitement continue parce que tant qu'on n'a pas reconstitué les réserves, on ne peut pas arrêter le traitement. Première chose, et si les réserves ne sont pas constituées, ça veut dire que probablement la cause de la carence martiale est toujours là. Donc, il y a un travail encore à faire pour identifier cette cause-là et pouvoir l'éliminer. Donc, toujours garder à l'esprit que la recherche étiologique est fondamentale lorsqu'on est en face d'une anémie ferriprive. En matière de prévention, il y a certaines données de santé publique qu'il faut prendre en considération. On sait, et ça c'est une très belle étude qui a été conduite par le professeur Diop de Dakar, sur 11 pays africains francophones, qui a montré qu'habituellement, aux âges de 6, 12, 18 et 24 mois, les enfants ont une carence martiale parce que c'est des enfants qui sont en croissance. Ce qui fait que quand vous serez en pédiatrie, les pédiatres vont recommander systématiquement de faire la supplémentation en fer à 6, 12, 18 et 24 mois. Également, on sait que la grossesse est une source énorme d'anémie carentielle dans nos contextes parce que quand vous prenez par exemple les pays subsahariens, vous avez pratiquement 6-7 femmes sur 10 qui sont déjà anémiées avant d'arriver à la grossesse. Et sachant que les besoins vont être doublés au cours de la grossesse, on propose de faire systématiquement la supplémentation en fer chez la femme enceinte pour pallier à cette carence martiale. Et l'information capitale sur cette diapositive, c'est que nous recevons des patients pour beaucoup d'autres choses et nous ne pensons pas tout de suite que ça peut ramener vers une anémie. Je traite des patients pour une gastrite, je traite des patients pour des hémorroïdes. Attention, je dois garder à l'esprit que ce sont des situations qui vont amener plus tard vers une anémie ferriprive. Donc, le dépistage précoce et le traitement des causes dont nous avons parlé au cours de cet atelier devient obligatoire pour nous, professionnels de la santé. Si nous travaillons sur ça, nous allons réduire énormément les cas d'anémie dans nos populations. Je vais pouvoir conclure mon temps de parole pour cet atelier en disant ceci. En tant que professionnels de la santé, nous devons savoir que l'anémie est définie comme un vrai problème de santé publique, mais aujourd'hui, l'anémie est définie également comme un vrai problème de développement. Parce que lorsqu'un enfant est anémié, on peut avoir des répercussions sur le développement psychomoteur. Après, nous avons des retards sur les capacités
intellectuelle de cet enfant. Nous avons des échecs scolaires. Et quand nous avons une jeunesse pas bien formée, eh bien forcément, nous n'avons pas de développement. Donc, nous avons une énorme responsabilité en matière de développement lorsqu'on parle d'anémie en tant que professionnel de santé. Et pour que nous puissions jouer notre part de responsabilité, nous devons garder à l'esprit que le mot anémie n'est pas synonyme de fer. Très attention, il faut vraiment qu'on fasse attention. Le mot anémie n'est pas synonyme d'administration de fer. L'anémie n'est pas une maladie. L'anémie, c'est un symptôme, c'est un signe d'alerte de l'organisme qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La carence martiale, elle est fréquente, certes, mais elle est une cause parmi des centaines de causes d'anémie. Donc, notre responsabilité en tant que médecin devant une anémie, c'est toujours garder à l'esprit quelles sont ou quelle est la cause qui se cache derrière l'anémie. Ça, il faut vraiment que nous puissions garder ça à l'esprit. Toujours être focus sur les différentes causes qui ont amené à l'anémie. Et si nous avons compris ça, nous allons pouvoir aider énormément de patients. Et particulièrement pour le sujet qui nous a réunis ce matin, il faut rappeler tout simplement qu'une anémie ferriprive est suspectée devant une anémie microcytaire hypochrome. Ça, c'est la biologie. Il y a certains signes cliniques qui vont nous faire évoquer la carence martiale. Ce sont les signes cutanéo-muqueux, à type de sécheresse, à type de prurite, à type d'ongles cassants, à type de cheveux cassants. Ce sont des signes qui vont nous faire soupçonner. Mais pour confirmer que nous sommes vraiment dans l'anémie ferriprive, nous devons faire la ferritinémie qui va montrer que les réserves en fer de l'organisme sont effondrées. Et donc, nous devons tous travailler pour que l'accès à la ferritinémie soit possible dans nos conditions de travail. C'est une lutte qu'il faut faire et c'est une lutte qui doit être permanente. Je sais que ce n'est pas toujours facile dans nos conditions de travail d'avoir accès à la ferritinémie, non seulement à cause de la disponibilité, mais à cause du coût, mais il faut qu'on ait travaillé de façon prépondérante. Et nous devons garder également à l'esprit que le traitement d'une anémie ferriprive est d'abord le traitement de son étiologie et que nous devons prendre suffisamment de temps pour rechercher l'étiologie. La voie de référence pour la correction de la carence martiale, c'est la voie orale, la voie injectable doit rester exceptionnelle. Et le fer dont il est question, c'est la quantité de fer élément dans le comprimé. Donc nous devons faire attention au choix du médicament que nous voulons faire. Et la dose, c'est 150 à 200 mg par jour chez l'adulte pendant 4 mois à 6 mois. Et lorsqu'on fait correctement ce traitement, on doit s'assurer que l'alimentation se normalise, mais on doit également s'assurer que les réserves en fer de l'organisme ont été reconstituées. Et comme je l'ai dit tantôt, le traitement de l'anémie ferriprive, c'est le traitement de l'étiologie. Et si nous voulons prévenir ce type d'anémie, nous devons vraiment rester focus sur les étiologies, pouvoir les dépister tôt et pouvoir les traiter correctement. Je vous remercie pour votre aimable attention.